1936. Un certain Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne. Alors que les Jeux Olympiques doivent se dérouler dans la capitale allemande, le ton est très vite donné. Ce sera l'occasion de promouvoir l'idéologie nazie. Pourtant, un athlète va mettre à mal cette propagande par la seule force de ses performances sportives. Cet athlète, c'est Jesse Owens. Berlin, Jeux Olympiques de 1936. Du 25 mai au 30 mai 1930, le CIO tient à Berlin le 9e congrès de son histoire. Celui-ci est consacré au règlement olympique. L'Assemblée en profite pour enregistrer les candidatures de plusieurs cités qui souhaitent organiser les Jeux de 1936. 13 villes, dont Alexandrie, Barcelone, Berlin, Budapest, Buenos Aires, Cologne, Dublin, Francfort, Helsinki, Lausanne, Nuremberg, Rio de Janeiro, Rome se sont manifestés. Moins d'un an plus tard, par le jeu des désistements, seuls Barcelone, Berlin, Budapest et Rome demeurent en lice, dès avant l'ouverture de la 29e session du CIO, lors de laquelle celui-ci doit choisir la ville d'accueil des Jeux de 1936, qui se tient à Barcelone du 24 au 26 avril 1931. Budapest et Rome se retirent de la course. Néanmoins, seuls 19 des 67 membres du CIO sont présents à Barcelone. Conformément au statut, on a donc recours au vote par correspondance. Chacun se rappelle que Berlin aurait dû organiser les Jeux en 1916. Certains membres du CIO s'inquiètent de l'instabilité politique en Espagne. Le 13 mai 1931, date de clôture du scrutin, on compte 43 voix en faveur de Berlin, 16 pour Barcelone et 8 abstentions. Le 24 janvier 1933, le comité olympique allemand constitue un comité d'organisation des Jeux de Berlin. 6 jours plus tard, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich. La tenue des Jeux à Berlin en 1936 est-elle de ce fait remise en cause? On peut le penser, les déclarations nazies hostiles aux Jeux se multiplient. Le porte-parole du parti nazi Bruno Malitz condamne même le sport moderne international infesté par les Français, les Belges, les Polonais, les Juifs et les Noirs. Un comité de défense contre les Jeux Olympiques se mettra en place. Hitler, accaparé par d'autres préoccupations, ne souhaite pas que des athlètes ariens se commettent avec des Noirs ou des Juifs. Néanmoins, Theodor Lewald et Karl Diem, respectivement président et secrétaire du comité d'organisation, persuadent le Führer de réviser sa position, et le 16 mars 1933, Hitler fait savoir au CIO qu'il honorera les engagements pris par la République de Weimar. Dès lors, une gigantesque entreprise de mascarade, parfaitement orchestrée par Joseph Goebbels, ministre de la propagande, se met en marche. La composition du comité d'organisation est revue, mais Theodor Lewald, bien que d'ascendance juive, est maintenu à sa tête afin de duper l'opinion mondiale. Hitler et Goebbels comprennent rapidement l'intérêt des Jeux de Berlin pour le régime nazi, et ils décident que ceux-ci doivent servir à démontrer au monde entier la puissance du Troisième Reich, tout en dupant l'opinion internationale quant aux funestes desseins nazis. De l'architecture en passant par des résultats sportifs, les Allemands doivent se montrer les maîtres en tout domaine. Le budget consacré au sport passe ainsi de 5 millions à 100 millions de Reichsmark. Le stade olympique, construit en 1913 par Otto March dans l'optique des Jeux de Berlin de 1916, est jugé trop petit par Hitler, qui décide d'en édifier un nouveau, dans ses projets les plus fous. La stratégie olympique nazie. Hitler se déclare dans un premier temps opposé à la tenue des Jeux Olympiques à Berlin en 1936. Dans les rangs nazis, on rejette massivement les Jeux. Mais tout change dès le 16 mars 1933. En effet, Theodor Lewald et Karl Diem, les deux dirigeants les plus respectés du mouvement sportif allemand, parviennent à convaincre le nouveau chancelier de l'intérêt des Jeux pour le Reich. Le Führer, convaincu, balaye toutes les réticences de ses troupes. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, comprend lui aussi tout intérêt de saisir l'opportunité olympique, et une gigantesque mascarade se met en marche. Ainsi, plutôt que de satisfaire les militants nazis qui exigent la participation exclusive d'athlètes blancs aux Jeux, Hitler pense qu'il convient de rassurer l'opinion internationale. Alors que l'idée d'un boycottage des Jeux de Berlin fait son chemin aux États-Unis, Hitler mandate Lewald pour qu'il confirme aux Américains,
au nom du comité olympique allemand, qu'il n'y aura jamais la moindre discrimination, notamment à l'encontre des Juifs. Afin que la dieuterie soit pleinement réussie, une curieuse dénazification paysagère olympique se met alors en œuvre. Dès août 1935, commence dans la presse et à la radio la campagne de propagande Pax Olympica, destinée à appeler au jeu de la paix dans une Allemagne nationale socialiste. Berlin, Jeux Olympiques de 1936. Chronologie. 1er août. Dès 14h, 100 000 spectateurs disciplinés prennent place dans le stade olympique pour assister à la gigantesque cérémonie d'ouverture. 2 heures plus tard, la jeunesse hitlérienne défile au pas cadencé sur la piste. Puis Adolf Hitler fait son entrée. Tout le public se lève et, bras tendus, salue le Führer. La marche d'hommage de Richard Wagner retentit. Hitler prend place dans la loge présidentielle, accompagné du comte Henri de Baillet-Latour, président du CIO, et des dignitaires du régime nazi. Le Deutschland über alles, puis le Horst Wessel-Lied, l'hymne nazi, sont repris encore par 100 000 voix. Les drapeaux des pays participants sont hissés au mât. Les délégations, Grèce en tête, défilent. Une courte intervention enregistrée de Pierre de Coubertin est diffusée. Adolf Hitler proclame l'ouverture des Jeux, puis des milliers de pigeons sont lâchés dans le ciel. L'hymne olympique, composé par Richard Strauss, est interprété par 10 000 choristes accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Pour la première fois, sur une idée de Karl Diem retenue par Joseph Goebbels, la flamme olympique a été allumée à Olympie. Fritz Chilgen, champion d'Allemagne du 1500 mètres, pénètre dans le stade, parcourt un demi-tour de piste et embrase le vasque. 2 août, début des compétitions d'athlétisme. 30 concurrents participent aux 10 000 mètres, qui voient un triplé des Finlandais. Le noir américain Cornelius Johnson remporte le concours de saut en hauteur devant ses compatriotes David Albrinton et Dale Osterber. Au lancer de poids, l'Allemand Hans Wilke s'adjuge la médaille d'or, alors que le massif américain Jack Torrance, recordman du monde, n'est que 5e. L'Allemande Tilly Fleischer remporte le concours de lancer de javelot féminin. Ses premières victoires allemandes sont acclamées par un stade debout, exultant bras tendus le salut hitlérien. Hans Wilke et Tilly Fleischer sont félicités par Hitler dans sa loge, ce qui constitue une entorse au protocole olympique. 2 au 4 août. En lutte libre, le Français Émile Poilvé s'impose chez les poids moyens au terme d'un marathon. 2 au 6 août. Le pentathlon moderne voit la fin de l'hégémonie suédoise, qui durait depuis l'introduction de cette discipline aux Jeux en 1912. L'Allemand Gotthard Hendrick, très régulier, s'adjuge la médaille d'or. 3 août. L'Américain Jesse Owens remporte le 100 mètres devant son compatriote Ralph Metcalfe et le Néerlandais Tinus Ozendarp. Au lancer de marteau, l'Allemand Karl Hein bat le record olympique et s'impose devant son compatriote Erwin Blask. Mais alors, qui est Owens Jesse? Ascension fulgurante. James Cleveland Owens naît le 12 septembre 1913 à Danville. La famille de ce petit-fils d'esclave est pauvre. L'enfant travaille dès son plus jeune âge dans les champs de coton d'Oakville. En 1920, la famille Owens quitte le sud, car les machines remplacent les hommes dans les champs de coton. Et le père espère trouver un emploi dans le nord industriel, à Cleveland, où les aciéries sont prospères. En 1928, Charles Paddock, champion olympique du 100 mètres en 1920, le remarque lors d'une réunion scolaire et l'encourage. Owens intègre l'université de l'Ohio à Cleveland, plus en raison de ses qualités sportives que de ses résultats scolaires. Larry Snyder va s'employer à en faire le meilleur sprinter universitaire du pays. Pour pouvoir payer ses cours à l'université et pratiquer le sport dans de bonnes conditions, Jesse Owens n'hésite pas à être parallèlement garçon d'ascenseur. Son acharnement est payant. En 1933, il devient champion des États-Unis du 100 mètres. Le 25 mai 1935, à Ann Arbor, Michigan, il réalise un exploit hors norme à l'occasion des Big Ten, la compétition qui voit s'opposer les 10 meilleures universités américaines. En 70 minutes exactement, Owens égale ou améliore la bagatelle de 6 records du monde. Quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Berlin, il bat le record du monde du 100 mètres, qui appartenait depuis 1930 au Canadien Percy Williams. Ce petit-fils d'esclave est prêt à relever le défi qu'il s'est fixé.
remporté 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Les Jeux de Berlin. Comme évoqué précédemment, Hitler et les nazis avaient tout prévu pour faire des Jeux de 1936 une immense manifestation de propagande en faveur de leur monstrueux régime et de la prétendue supériorité de la race aryenne. Sauf que 10 Noirs figuraient parmi les 66 athlètes sélectionnés pour représenter les États-Unis, que ces Noirs remporteraient 13 médailles, dont 8 en or, et que Jesse Owens gagnerait 4 médailles d'or à lui tout seul. Le 3 août, Jesse Owens remporte le 100 mètres. Il s'imposera nettement sur 200 mètres, loin devant son compatriote Matthew Robinson. Ces 2 autres succès dépassent le cadre sportif et appartiennent à l'histoire tourmentée du XXe siècle. Owens, en difficulté avec ses marques, connaît de grands soucis pour se qualifier pour la finale du saut en longueur. Seul un conseil avisé de son rival, l'Allemand Lutz Long, lui permet de remonter à 7,15 mètres à sa dernière tentative, et d'être donc présent au rendez-vous le 4 août, jour où il établira un record olympique qui tiendra jusqu'en 1960. La légende veut que les dignitaires nazis aient quitté la tribune à ce moment-là. En 3 jours, Owens avait réussi son pari, gagné 3 médailles d'or. Contre son gré, il allait en obtenir une 4e. En effet, depuis 1924, les États-Unis alignaient traditionnellement leurs 3 meilleurs représentants sur 100 mètres, les 4 suivants disputant le relais 4 x 100 mètres. Associés à Floyd Draper et Frank Wyckoff, Sam Stoller et Marty Klickman devaient disputer l'épreuve. Or, ces 2 derniers étaient juifs. Certains dirigeants américains, dont Avery Brundage, le futur président du Comité international olympique, jugèrent bon, pour des raisons non avouables, de les exclure et de les remplacer par Owens et Metcalf. Owens intercéda en faveur de ses camarades, mais, malgré ses récriminations, les dirigeants américains demeurèrent inflexibles. Et le 9 août, Owens s'adjugea une 4e médaille d'or lors du relais 4 x 100 mètres. Cette médaille, au goût amer pour Owens, le faisait néanmoins entrer dans la légende du sport et de l'olympisme. Un homme courageux. Après les Jeux de 1936, Jesse Owens semble considéré comme le dieu olympique. De grandes parades américaines sont organisées en son honneur, manifestations auxquelles le président Roosevelt se garde bien d'assister, tout comme il oublie de lui adresser un message de félicitations. Puis, sous le prétexte qu'il avait refusé de participer à une tournée en Scandinavie peu après son exploit berlinois, Owens se voit disqualifié à vie. Sa carrière fut donc aussi fulgurante que brève, puisque, à 24 ans, il se voyait interdit de compétition. Owens tombe dans l'oubli. Il en sort dans le contexte de la guerre froide. Le président Dwight Eisenhower, conscient que la condition des Noirs aux États-Unis nuisait gravement au message du monde libre face au communisme, fera de Jesse Owens le représentant de la Maison-Blanche pour le tiers-monde. Son statut permet ainsi à Jesse Owens d'exploiter sa formidable notoriété pour la défense des droits civiques déniés aux Noirs, dans un pays encore largement en butte à la ségrégation raciale. Jusqu'à la fin de sa vie, ce sera son combat. Jesse Owens s'éteint des suites d'un cancer, le 30 mars 1980 à Tucson, en Alabama. Pour conclure, l'athlète américain Jesse Owens est sans doute l'homme qui a marqué le plus durablement l'histoire des Jeux Olympiques modernes, mais aussi l'un de ceux qui ont le plus frappé les imaginations dans la grande aventure du sport au XXe siècle. Jesse Owens fut en effet le triomphateur des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il remporta 4 médailles d'or, et son quadruple exploit fit sensation dans un contexte plus que particulier, car l'Europe se trouvait sous la menace du nazisme, et on n'hésitait pas à parler de Jeux nazis, car Adolf Hitler avait souhaité exploiter l'organisation de cette gigantesque épreuve sportive pour exalter les vertus de la race aryenne. La légende a longtemps voulu qu'Adolf Hitler ait refusé de serrer la main d'Owens, qui avait infligé au meilleur représentant allemand, Lutz Long, un camouflet dans l'épreuve du saut en longueur. En effet, le 2 août, Hitler reçoit dans sa loge des athlètes allemands vainqueurs des épreuves du jour pour les féliciter. Puis, il quitte le stade avant que l'athlète américain noir Cornelius Johnson, qui a remporté le concours du saut en hauteur, ne reçoive sa médaille. Les officiels font alors savoir au chancelier allemand qu'il doit,
soit féliciter tous les vainqueurs, soit n'en féliciter aucun. Hitler choisit de ne plus en féliciter aucun, et rien n'indique que cette décision ait pu viser Owens en particulier. Owens, pour sa part, affirma dans ses mémoires qu'Hitler ne l'avait pas snobé et lui avait fait un signe de la main lorsqu'il était passé devant sa loge. Quand je suis passé devant le chancelier, il s'est levé, a agité la main vers moi et je lui ai fait un signe en retour. Je pense que les journalistes ont fait preuve de mauvais goût en critiquant l'homme du moment en Allemagne. Jesse Owens ajoute à ce propos: Hitler ne m'a pas snobé, c'est notre président qui m'a snobé. Le président ne m'a même pas envoyé un télégramme. Ajoutant également: après ces histoires qu'Hitler m'aurait snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière. Je ne pouvais pas vivre là où je le voulais, pointant du doigt la ségrégation raciale aux États-Unis de l'époque. En 2009, le journaliste sportif allemand Siegfried Michner affirme que Jesse Owens avait en sa possession une photo de lui-même serrant la main à Adolf Hitler, et dit par ailleurs avoir assisté en personne à la poignée de main, mais que la presse avait alors décidé de ne pas publier la photo, pour ne pas donner une image positive du dirigeant du Troisième Reich.